premier point que nous allons aborder est la pratique de la vigilance intérieure sur la pensée. C'est la plus difficile. Lors de cet enseignement traditionnel, on nous dit simplement l'homme a la faculté d'observer sa pensée. Essayez. Il faut d'abord s'isoler pour éviter toute distraction, puis se poser la question: à quoi suis-je en train de penser? Vous pouvez maintenant expérimenter cet exercice. Vraisemblablement, vous allez constater un phénomène de verbalisation de la pensée. On a l'impression de radoter intérieurement, un peu comme ces personnes très âgées qui parlent toutes seules. Ça parle. Si tel n'était pas immédiatement le cas, vous le découvririez certainement en reprenant cet exercice ultérieurement. Au bout d'un certain temps, ce radotage intérieur cesse et vous devenez capable de reconnaître des pensées qui s'associent les unes aux autres, des trains de pensée. Elles seront d'abord assez fugitives, comme des flashs, et si vous soutenez cet effort d'attention, ils se feront de plus en plus précis. Vous allez constater que cet exercice d'observation de votre propre pensée nécessite un très gros effort de concentration que vous pouvez tenir très longtemps. Au début, votre vigilance tient quelques secondes tout au plus et il faut persévérer plusieurs jours, à raison de 10-20 exercices quotidiens pour voir vos temps de vigilance s'allonger un peu. Si après 10 jours d'entraînement, vous tenez 15 à 30 secondes, vous pourrez vous attendre à de grands résultats dans les semaines ou mois qui suivront. Nous pouvons mentionner une anecdote que l'on attribue au Bouddha, à qui un moine demanda ce qu'il faut faire pour parvenir à l'état d'éveil complet de la conscience. Le Bouddha lui aurait répondu: il faudrait que tu parviennes à rester parfaitement conscient de ta respiration pendant 1 heure et tu atteindras l'état d'éveil. Si nous essayons de relever ce défi, nous nous apercevons qu'au bout de quelques secondes, des pensées parasites surgissent. Elles mobilisent notre conscience et mettent instantanément fin à cette observation. Dans les pays bouddhistes, la technique de la vigilance intérieure que nous vous proposons d'expérimenter ici est très souvent appelée technique de Bouddha, probablement à la suite de l'histoire qui précède. Une autre appellation très courante en Orient est celle de technique du berger. Cette dénomination est plus parlante. Il nous est plus facile d'imaginer un berger qui observe son troupeau de moutons. Il y en a des blancs, des noirs, des mâles, des femelles, des jeunes qui s'amusent, d'autres qui têtent leur mère. Certains se battent, d'autres dorment. Quelqu'un s'écarte du troupeau et les chiens les ramènent. Pendant ce temps, le berger les regarde passivement. Cette notion de passivité est au centre même de la technique de vigilance intérieure. Elle rejoint complètement le concept de détachement dont on parle dans les textes qui présentent la sagesse orientale et que nous comprenons en général très mal. Beaucoup supposent à tort que ce détachement passe obligatoirement par l'ascèse et les privations. Voilà de quoi dissuader le plus curieux d'entre nous de chercher cette connaissance, pourtant tout à fait accessible. Le véritable détachement consiste justement en cette passivité que nous tentons de définir. Il
faut arriver à ne pas intervenir, à ne pas porter de jugement. Accepter à l'avance de voir défiler dans notre mental n'importe quelle pensée. Il faut devenir capable de ne pas cataloguer nos pensées en bonnes ou mauvaises, admissibles ou inadmissibles. N'oublions pas que c'est notre intellect, cet ordinateur extrêmement perfectionné, qui passe en revue toutes les possibilités existantes pour faire face aux situations que nous vivons, en respectant toujours et sans exception à la règle. N'oublions pas qu'en état ordinaire, nous ne tenons pas compte des conclusions auxquelles notre mental aboutit sans avoir conscience de nos pensées. Soyons honnêtes, ces conclusions sont bien souvent égoïstes. Seule notre bonne éducation nous empêche de nous servir le premier en choisissant le meilleur morceau. Mais revenons sur cet exercice du berger qui met en évidence l'importance primordiale de la passivité, c'est-à-dire d'atteindre très vite le détachement de notre conscience des contenus de notre mental. L'image bien concrète du berger qui observe passivement son troupeau nous donne une vision juste de ce que représente cet exercice de vigilance intérieure. Nous allons constater que quelque chose pense en nous. Nous allons devenir spectateurs de notre propre pensée. Les contenus sont souvent chaotiques de notre mental. Faisant place au niveau de notre conscience un sentiment de détachement et de sérénité, de paix profonde. Nous aurions atteint le premier objectif de cet entraînement à la vigilance. Ce premier objectif correspond en fait à une libération de la charge névrotique, une sorte de sac rempli de cailloux que nous portions sur le dos pendant toute l'existence. Cette charge est composée de l'ensemble de nos névroses, importantes ou mineures, que nous accumulons inévitablement du fait de l'éducation. Ceux qui maîtrisent déjà l'état de relaxation connaissent cette libération. Mais il faut plusieurs minutes pour y descendre, alors que l'effet est immédiat avec la pratique de la vigilance intérieure. Le second objectif est d'acquérir une forme de connaissance de notre fonctionnement propre pour mieux comprendre les comportements de chacun. Il se réalisera de lui-même. Souvenons-nous de l'inscription du portique de Def. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Enfin, le troisième objectif sera de voir la réalité telle qu'elle est, évacuée de toutes les projections du mental qui la déforment. Franchissons d'abord les étapes de cet entraînement. Nous reviendrons ensuite sur les résultats. En poursuivant l'exercice quotidien, nous allons voir de plus en plus nos trains de pensée, puis constater qu'ils disparaissent sitôt que nous les repérons, comme des bulles de savon qui éclatent et se volatilisent lorsqu'on les touche du doigt. Un jour viendra où nous aurons l'impression de n'avoir plus de pensée. Commencera alors l'étape du gendarme et du voleur. On va intensifier considérablement l'effort de vigilance pour traquer la pensée là où elle se cache. Examinons ce qui se passe. Les trains de pensée que nous avions repérés facilement au début de notre entraînement se déroulaient sur plusieurs secondes. Nous avions donc le temps de les repérer. Ces trains sont composés de wagons, c'est-à-dire d'une multitude de pensées beaucoup plus rapides. En état vigile ordinaire, notre cerveau produit entre 15 et 50 pensées par seconde.
Il faut donc un effort beaucoup plus important pour saisir ces pensées primaires, les wagons, lorsqu'elles apparaissent, que notre pensée secondaire, le train. Pour mieux comprendre, nous allons revenir sur l'origine de nos pensées. À la base de chaque pensée, un stimulus qui peut être conscient, inconscient ou subconscient. On en distingue deux sortes, ceux qui proviennent de notre réalité intérieure et ceux qui ont la source dans la réalité extérieure. Parmi les stimulus de la première catégorie, on trouve toutes les sensations synesthésiques provoquées par le corps. Par exemple la faim, la soif, les courbatures musculaires, les raideurs dues à des postures inconfortables, les douleurs inflammatoires chroniques comme l'arthrite ou la névralgie. Nos sensations digestives appartiennent aussi à cette première catégorie. Les stimulus de la seconde catégorie, qui ont leur source dans notre réalité extérieure, passent pour la plupart par nos cinq sens, beaucoup plus rarement par notre esprit. Ils se composent de tous les bruits, les odeurs, les impressions visuelles, les goûts et les sensations tactiles qui nous atteignent. Qu'ils proviennent de notre réalité intérieure ou extérieure, chacun de ces stimulus engendre une forme de pensée primaire qui consiste en leur reconnaissance. Dans un premier temps, notre cerveau réceptionne et enregistre une information. Par exemple, un courant d'air frais pénètre dans la pièce où nous séjournons. Nous reconnaissons immédiatement la sensation de fraîcheur. La pensée primaire identifie le changement de température. La pensée secondaire qui surgit est beaucoup plus complexe. Le mental va se mettre en mouvement. La réflexion va remplacer la simple prise de conscience. Le train se met en marche. Il y a quelque chose d'ouvert. Est-ce une porte, une fenêtre? Si c'est la porte, peut-être que quelqu'un vient d'arriver. Ça ne peut pas être la porte, elle est fermée à clé. C'est donc la fenêtre. Probablement Paul qui aère sa chambre. Il va refroidir toute la maison avec cette manie de toujours vouloir aérer. C'est comme cela qu'on attrape froid. Paul est vraiment énervant par moments. Heureusement qu'il s'en va bientôt. Je sens que je ne pourrai plus le supporter longtemps. Tiens, il faudrait que je mette une annonce pour trouver un autre locataire. Et ainsi de suite. Notre mental, à partir d'un simple stimulus sensoriel, va notre mental, à partir d'un simple stimulus, va construire des préoccupations, des idées préconçues, des sympathies, des antipathies, passant en revue ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qui le flatte ou ce qui l'énerve. Une grande quantité d'énergie psychique est ainsi gaspillée par les innombrables fantaisies de notre mental. Nous pourrions le comparer à une marmite qui mijote à petit feu. À la surface, nous pouvons observer des bulles qui remontent. C'est notre pensée primaire. Les bulles se forment sous l'effet de la chaleur, qui disparaissent aussitôt, laissant place aux autres bulles, qui disparaissent à leur tour, et ainsi de suite. C'est le fonctionnement normal de notre mental. Mais au lieu de disparaître rapidement, les bulles peuvent se maintenir à la surface et s'agglutiner pour former une sorte de mousse. Nous sommes alors gênés pour surveiller la soupe, ne sachant pas si elle bout ou non. Il faut augmenter le feu ou diminuer. Nous risquons de ne pas faire ce qu'il faut. La mousse représente l'accumulation de pensées secondaires que nous cultivons inutilement et qui finissent par nous empêcher
de garder le contact avec la réalité. Nous manquons alors de lucidité. La qualité de notre fonctionnement mental est directement liée à l'absence de train de pensée qui encombre inutilement notre conscience. La pensée secondaire, la mousse de la soupe, nous voile le processus de pensée primaire qui lui est directement et en permanence branché sur la réalité. Lorsqu'il fonctionne en pensée secondaire, notre mental est non seulement nous empêche de conserver un bon contact avec la réalité, mais en plus gaspille notre énergie psychique. Pour vérifier l'universalisme de la vigilance intérieure, penchons-nous sur une autre culture. Chez les Tibétains, elle porte le nom de Dzogchen, considérée comme la plus haute technique de méditation. En Inde, elle s'appelle Hatha Yoga. Dans le christianisme, l'hésychasme. Nous la retrouvons chez les pères du désert des premiers temps, et elle est toujours pratiquée dans certaines communautés, comme celle des moines du mont Athos en Grèce. De manière générale, on constate que cette technique, même si elle est parfois incorporée à des pratiques philosophiques ou religieuses, échappe à toute doctrine et à tout dogme, qu'elle reste une approche purement expérimentale, strictement scientifique, sans jamais dépendre d'une croyance. Elle débouche sur une authentique connaissance de notre fonctionnement physique et psychique et représente un véritable mode d'emploi de nous-mêmes. Avant de passer au chapitre suivant, en un mot sur la notion d'effort, il devra être soutenu au début de l'entraînement, comme si nous gravissions une montagne aux pentes ardues. Pendant un temps variable, de l'un à l'autre, l'effort sera important. Mais lorsque vous aurez intégré la vigilance dans votre existence, que vous l'aurez musclé, en quelque sorte, vous ne sentirez plus d'effort à fournir. Et du haut de la montagne, la vue est magnifique. Depuis Descartes, nous avons pris l'habitude de supposer que notre existence est relative à notre pensée. Le je pense donc je suis du cartésianisme va se transformer avec la pratique de la vigilance intérieure en j'ai conscience donc je suis. Et ce constat va nous permettre d'élargir considérablement notre conception du monde. Le strict rationalisme nous a enfermés pendant quelques siècles dans une prison matérialiste dont nous commençons à émerger avec beaucoup de difficultés. La science a permis à l'humanité de conquérir une maîtrise de plus en plus grande de son environnement concret. Il serait tout à fait injuste de nier les avantages que la technologie apporte. Cependant, nous devons bien reconnaître que ces conquêtes matérielles sont largement insuffisantes à assurer le bonheur de l'homme. Heureusement, une évolution récente, quelques décennies, nous a permis de retrouver des valeurs spirituelles oubliées et une osmose naturelle s'est produite. Elle permet de commencer à rétablir un équilibre en mode de vie matériel et existence spirituelle. Certains de nos philosophes occidentaux avaient déjà perçu cette carence culturelle. Nous pensons ici particulièrement à Kant, qui, dans la critique de la raison pure,
a bien compris cette lacune. Carl Gustav Jung a lui aussi retrouvé cette dimension de l'esprit en mettant en évidence les éléments d'une psychologie transpersonnelle dont l'inconscient collectif, les archétypes et l'état d'individualisation en constituant la base. Enfin ensuite la perspective quantique en physique moderne, avec entre autres le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg, qui a permis de réintroduire une approche probabilitaire de notre monde que l'on croyait si solide, si concret et si dépendant de l'unique foi du déterminisme. Mais c'est en Inde que nous avons pu retrouver le plus facilement les dimensions spirituelles de notre monde moderne que notre monde moderne avait évacué. Nous y trouvons un réservoir inépuisable de techniques psychologiques transpersonnelles qui, si nous les comprenons et les adoptons à notre culture occidentale, nous permettent non seulement de ranimer notre spiritualisme moribond, mais aussi de retrouver dans la culture judéo-chrétienne les traces de la connaissance traditionnelle. Nous allons bientôt, dans cette présentation, pouvoir comprendre pourquoi les sociétés occidentales industrialisées sont entrées dans une période difficile qui risque de les conduire vers l'enfer froid des Tibétains, c'est-à-dire une existence privée d'amour inconditionnel.